2022. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Cela dit, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR, à travers une déclaration de presse, rend hommage à l'ancien président de la République, Feu Tanja Mamadou, à l'occasion du 2e anniversaire de sa disparition. Le compte-rendu de cette déclaration avec Samira Issamega et Omar Boukari. C'est à travers une fatia que s'est ouverte la commémoration du 2e anniversaire de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR. Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que l'ancien président de la République du Niger, son Excellence Tanja Mamadou, nous a quittés physiquement à tout jamais, à cause de la mort qu'il avait surpris à cette fatidique date du 24 novembre 2020, qui reste à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériennes et des Nigériens, des villes et des campagnes, ainsi que la communauté internationale. Un anniversaire qui, selon le président du MPCR, intervient à un moment où le Niger fait face à des défis énormes. Sur le plan de la gouvernance sécuritaire, le pays fait face encore à une guerre asymétrique contre les individus en bande organisée. Sur le plan de la qualité de la gouvernance, on note la persistance des mauvaises pratiques dans la gestion des affaires publiques. Sur le plan économique, on note l'aggravation de la cherté de la vie, la détérioration continue du pouvoir d'achat des ménages, la dégradation de la qualité de vie de la majorité écrasante des populations des villes et des campagnes. Le premier responsable du mouvement a également rendu un hommage citoyen à Feu Mamadou Tanja, tout en déplorant certaines situations que traverse le pays. Le MPCR rend un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du pays qui avait porté haut l'étendard de l'éthique et du sens de la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État, déplore et condamne la situation de l'insécurité actuelle et exige des autorités la prise des mesures idoines pour assurer la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national par nos forces de défense et de sécurité conformément à leur mission. Une conférence à grand public est prévue ce 24 novembre 2022 à la devanture du siège MPCR à partir de 20h, sous le thème « Regard croisé sur les hauts faits patriotiques de l'ancien président de la République du Niger, Feu Tanja Mamadou ». Le syndicat national des contractuels de l'enseignement professionnel et technique, le BEN UNACEPT, a animé un point de presse ce matin. Il est relatif au recrutement des 167 enseignants contractuels pour le compte de leur ministère de tutelle. Suleiman Ousmane et Lipoga pour le comprendre. Ils ne sont pas restés indifférents face à la situation ainsi créée par le ministère de la fonction publique, selon l'UNACEPT, qui dénonce, selon elle, la violation des textes de la fonction publique sur le recrutement des enseignants contractuels. Et ce sont les enseignants contractuels de la formation professionnelle et technique UNACEPT. Dans cet arrêté, nous avions remarqué que la fonction publique elle-même n'a pas respecté, en tout cas, certains critères qui sont précisés par les textes. À notre grande surprise, le 17 novembre 2021, la même fonction publique a encore sorti un autre arrêté, numéro 2150, qui modifie l'article 6 du premier arrêté.
Nous ne sommes pas contre nos camarades qui n'ont pas cette ancienneté, mais c'est de donner un bon exemple en respectant les textes qui fixent les conditions et les modalités pour que les contracteurs soient recrutés à la fonction publique. Le bureau de l'INASEPT, après certains constats, fustige la discrimination entre les enseignants. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons plusieurs enseignants qui attendent ce recrutement. D'abord, dès le début, la discrimination qui a été faite a causé plusieurs frustrations au niveau des camarades. Pourquoi uniquement d'abord les catégories A? Alors que les travaux pratiques, parce que ce qui compte beaucoup au niveau de l'enseignement technique, c'est les travaux pratiques qu'on fait dans les ateliers. La plus grande partie de ces travaux-là est en train d'être assurée par les catégories B et C. Tout celui qui maîtrise la boîte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sait très bien qu'aujourd'hui, sur le terrain, en réalité, en tout cas, c'est ces catégories-là, en tout cas, qui sont en train de travailler plus. Et aussi, actuellement, nous avons des catégories B qui peuvent défier un ingénieur sur le terrain. L'Union nationale des contractuels de la formation professionnelle et technique, par cette sortie médiatique, interpelle les décideurs quant au respect des textes afin d'éviter toute déstabilisation dans le sous-secteur de l'enseignement professionnel et technique. L'UNASEPT est la première structure à se prononcer sur cette affaire en attendant la réaction des regroupements des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle qui gardent toujours silence complice sur cette affaire. En marge du sommet sur l'industrialisation et la diversification économique a eu lieu ce matin la présentation du projet de la nouvelle zone économique de Niamey. L'étude stratégique pour ce projet a été menée par le groupe Tangemed. Ce dernier a présenté l'étude à la ministre de l'Industrie. Compte rendu, Youssouf Aïdara. La région de Niamey aura bientôt une nouvelle zone économique. Le projet qui vise le redressement et l'amplification du développement économique du pays a été présenté à la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les partenaires économiques du Niger. Selon le groupe Tangemed, qui a mené l'étude stratégique de ce projet, la zone économique sera un réceptacle pour les investissements et pourvoyeurs d'emplois. Dans les 47 pays qui disposent aujourd'hui de zones économiques à travers le continent, plus de 2,6 milliards de dollars ont été investis pour le développement de ces zones et 140 000 hectares ont été dédiés au développement des activités agro-industrielles, d'industrie manufacturière et des services. C'est des indicateurs très importants qui démontrent de la pertinence du choix qu'a effectué le Niger pour développer une zone économique aussi stratégique pour le développement industriel du pays. Et l'exercice que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement d'essayer d'accompagner nos partenaires africains à pouvoir aspirer au même succès, à pouvoir aussi rejoindre les chaînes de valeur internationales. Ce projet est une première au Niger. Sa réalisation tient à cœur pour les autorités nigériennes qui ambitionnent faire dans chaque région une zone économique. Ce sera la toute première zone économique du Niger. Nous avons eu des parcs industriels, notamment un parc à Niamey qui date des années de l'indépendance. Et comme vous savez, c'est un parc qui n'a de nom que le nom, disons, qui est très vétuste. Et dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Bazoum, dans le programme de Renaissance Acte 3, il a été prévu une région, une industrie. Mais au niveau du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, nous avons décidé de faire plus. Nous ferons une région, une zone économique. Dans la présentation de l'étude stratégique, il ressort que la zone économique de Niamey, dénommée ZEN, sera un espace aménagé qui prendra en compte les contextes économiques,
géographiques et culturelles avec une capacité d'adaptation aux réalités des besoins. La zone sera également une installation respectueuse de l'environnement. Après la présentation du projet de la zone économique a été animé un panel sur l'industrialisation et les ILECAF sous la présidence de la ministre de l'Industrie. Il a été question d'échanger sur les opportunités qui s'offrent aux pays africains. Retrouvons Youssouf Haïdara pour plus de détails. Industrialisation et ZLECAF, quelle opportunité pour l'Afrique? C'est le thème de ce panel qui regroupe les pays africains et les partenaires. Les idées développées autour de ce panel portent sur l'intégration de l'Afrique dans l'histoire de l'industrialisation, le travail en synergie de la part des pays africains et l'audace pour les pays africains de s'y engager. Croyons en nous, débarrassons-nous de ce complexe qui est ancré dans nos esprits, selon lequel ce que nous consommons, pour qu'il soit bon pour nous, doit forcément être produit par les autres ailleurs. Nous sommes capables, nous avons les potentialités. Ça a été dit ici, les matières premières qui sont utilisées pour ces produits qui nous sont reversés, la plupart nous viennent de l'Afrique. Je crois que si on n'avait pas eu peur, peut-être qu'au niveau continental ou régional, on aurait pu s'organiser pour que nous aussi, nous ayons une ou deux centrales qui auraient pu produire de l'électricité à très bas coût pour booster nos industries. La vérité, elle est claire et elle nous amène à comprendre que nous sommes aujourd'hui à un point d'inflexion stratégique de notre histoire où nous devons faire l'histoire. Faire l'histoire, ça veut dire entrer dans ce monde d'industrialisation, comme on l'a dit tout à l'heure, sans complexe. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de complexe à avoir, que les opportunités sont importantes et surtout qu'on ne doit pas écouter ce qu'on nous dit sur nous-mêmes. Pour mener à bon port cette ambition des pays africains, il faut l'élaboration des politiques industrielles riches et efficaces, déclare Ibrahima Semayachi, ancien Premier ministre de la République du Niger et modérateur du panel. On ne peut pas aller vers une zone de libre-échange si en même temps nous n'avons pas une politique d'industrialisation qui puisse nous permettre d'avoir un niveau d'échange commercial intra-africain qui réduise la pauvreté et crée de la richesse. Et on sent qu'il y a des progrès qui sont effectués et qui sont significatifs, sur lesquels nous ne communiquons pas assez. Mais il y a une chose fondamentale qui ressort, c'est la détermination à avancer ensemble. Ce panel, qui rentre dans le cadre du sommet sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, fait suite à la présentation du projet de la zone économique de la région de Niamey, dénommée ZEN. Cérémonie de signature de convention entre le ministère de l'Éducation nationale et la Banque atlantique du Niger. Par la présente convention, la Banque atlantique s'engage à construire 2 classes en matériaux définitifs pour une enveloppe de 20 millions de francs CFA au niveau de l'école primaire Kwarateg 1 de Dosso. Compte rendu, Boubacar Amadou et Mamadou Jéri. Signature puis échange de documents entre le ministre en chef de l'Éducation nationale et le directeur général de la Banque atlantique du Niger. Filiale du groupe Banque centrale populaire du Maroc, la Banque atlantique du Niger s'engage à travers cette convention à mettre à la disposition du ministère en charge de l'Éducation nationale une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement de 2 salles de classe en matériaux définitifs au niveau de l'école primaire Kwarategi 1 de Dosso. Soucieux du bien-être des populations, la Banque atlantique Niger, filiale du groupe Banque centrale populaire du Maroc, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises, a répondu favorablement à l'appel lancé par l'école primaire Kwarategi 1 à travers le ministère de l'Éducation nationale pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves du dit établissement à travers la construction de salles de classe adaptées.
Et je puis vous assurer que cette action de la Banque Atlantique en appellera d'autres au cours des années à venir. Cet important investissement permettra de renforcer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage pour les élèves à la grande satisfaction de l'autorité de tutelle. Permettez-moi de remercier la Banque Atlantique Niger au nom des populations du Niger et à mon nom propre pour ce geste citoyen qui confirme son engagement à financer, en 2 phases, en 2022 et 2023, la reconstruction et la finition de 2 classes inachevées de l'école primaire Kwarategi 1 de Dosso en matériaux définitifs. Monsieur le directeur général de la Banque Atlantique Niger, cette date du 24 novembre 2022 sera gravée dans les annales de notre système éducatif car la contribution de votre institution cadre et viendra consolider les actions de l'ambitieux programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, dans son volet éducation. En dehors de son devoir sociétal, la Banque Atlantique du Niger, à travers sa politique responsabilité sociale des entreprises, contribue depuis plus d'une dizaine d'années au développement de notre pays, à travers la réalisation d'actions d'aide et d'assistance au profit des couches les plus sensibles et les plus défavorables de la population nigérienne. Ce sont par exemple les consultations foraines à Kolo en 2012, la distribution de moustiquaires et de vivres aux victimes du quartier Seno en 2013, des dons au profit du village d'enfants SOS en 2014, la construction et l'équipement d'un nouveau pavillon des urgences de l'hôpital national de Niamey en 2018, un don de 200 tables bancs, un château et la réfection du réseau électrique solaire en 2019 à l'école primaire de Gorou-Berry et en 2021 enfin la construction et l'équipement d'une maternité à Tagabati dans le département de Kolo. La Banque Atlantique Niger, filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, réaffirme l'engagement du groupe à accompagner le Niger dans ses programmes de développement économique et social. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute de Bonferré Télévision et le monde sera à votre portée. D'ici là, le programme continue. Bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.